Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'altruisme comme possible remède à un modèle qui repose sur l'épuisement des ressources, de toutes nos ressources, et qui nous mène dans le mur. Nous sommes avec la présidente de l'association Planète Altruiste, qui organisait samedi 25 mai 2019 au Vaisseau, à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, la deuxième édition de la Journée mondiale de l'altruisme. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Nathalie Tchimbert, bonjour. Oui, bonjour. Nathalie Tchimbert, le mot altruisme, tout le monde connaît, en tout cas, on l'a dans l'oreille. En revanche, je ne suis pas certain qu'on en connaisse tous la définition parfaite. Votre définition, à vous, de l'altruisme? Oui, parce que je ne pense pas qu'il y ait de définition parfaite de l'altruisme. Mettons que altruisme, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent. C'est un mot qu'on entend, mais dont on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, à quelle valeur ça correspond. C'est vrai que pour ma part, j'ai des amis qui m'ont demandé c'est quoi l'altruisme. C'était presque un concept très intellectuel pour certaines personnes qui entendent ce mot pour la première fois. Or, c'est une chose toute simple. L'altruisme, moi, je le définis tel que moi, je l'ai appris par mon environnement, qui est adapté à l'esprit bouddhiste, qui est celle de prêter, de donner attention à l'autre, faire attention à l'autre et faire attention à soi. En prenant soin de soi, on prend soin de l'autre aussi. Et en prenant soin de l'autre, on prend soin de soi. C'est ma version en fait de l'altruisme. Et tout cela a un spectre un petit peu plus large, puisque de moi à l'autre et de l'autre à moi, il y a également les autres et toutes les espèces vivantes qui existent et tout le vivant en général avec un grand V qui concerne effectivement la planète, les animaux et les êtres humains. Pour autant, quelle différence faites-vous, Nathalie Tchimbert, entre l'altruisme, la générosité, le don de soi, alors c'est peut-être là pour le coup un synonyme, mais ou la charité? L'altruisme, c'est une attitude en fait. Je pense qu'elle est. Bon, les scientifiques ou d'autres personnes et des journalistes en parlent assez régulièrement. Des scientifiques. Des scientifiques ont démontré, en étudiant le comportement des tout petits enfants, qu'on est d'une façon innée altruiste, c'est-à-dire qu'on va prêter attention à l'autre et aider spontanément l'autre sans qu'il y ait un intérêt ou un retour d'un intérêt personnel. Ça voudrait dire, si je vous comprends bien, Nathalie Tchimbert, c'est l'égoïsme qui serait un peu le pendant, en tout cas le contraire de l'altruisme. On a parfois tendance à croire ou à nous faire croire que l'égoïsme est le moteur de notre société. Ça viendrait plus tard. C'est un comportement quasi culturel. L'égoïsme ? Oui. Nous naissons altruistes par le biais des études qui ont été faites auprès des tout-petits, notamment en Allemagne et puis en France, mais je n'ai plus le nom des chercheurs. Mettons qu'effectivement, on vit aujourd'hui dans une société qui prône la compétition, qui prône la performance. On parle beaucoup de se dépasser, des valeurs de soi, mais c'est vrai que c'est plutôt dans un égoïsme égocentré, en fait, qui me concerne moi, ma petite personne. Il existe un égoïsme sain, hein, donc un altruiste est aussi égoïste, hein, parce qu'on n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds. L'égoïsme sain, justement, c'est savoir se respecter. Et quand on se respecte, on ne se laisse plus marcher sur les pieds et il y a des limites qui sont posées par rapport aux autres et qui justement positionnent nos comportements et notre attitude. C'est un peu la deuxième loi de Darwin qu'on aurait eu tendance à oublier, qui pourtant est nécessaire à la société. On sait aussi que les sociétés traditionnelles reposent en grande partie aussi sur la solidarité. Ce sont des concepts assez proches pour vous, Nathalie Tchimbert? Le concept de la solidarité, oui, bien sûr. Altruisme, bienveillance, solidarité, générosité. De toute façon, c'est très lié, hein. Quand on est solidaire, on est généreux. Quand on est généreux, c'est qu'on justement on porte attention à l'autre et qu'on aime l'autre tout simplement, comme on s'aime soi. Alors vous en êtes arrivé à organiser cette journée mondiale de l'altruisme ici à Strasbourg. Vous êtes, je le rappelle, la présidente de l'association Planète Altruiste.
le programme de cette journée, Nathalie Chimber, et puis les intervenantes, les intervenants, les thématiques abordées et peut-être aussi quel public présent à cette journée mondiale de l'altruisme. Oui, alors cette journée, en fait, c'est la deuxième journée mondiale de l'altruisme que nous avons organisée à Strasbourg cette année. Le fil conducteur était la bienveillance et la cohérence. C'est-à-dire qu'on part du principe de la cohérence, comment mettre de la cohérence dans sa vie pour que notre vie corresponde à nos aspirations altruistes. On est parti du concept d'un livre qui est sorti récemment, dont le titre est très percutant, en tout cas pour moi, qui dit « Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire ». Et on parle de cohérence. Cohérence pour soi, et cette cohérence personnelle amène justement à avoir une attitude altruiste qui soit cohérente et bonne pour l'ensemble pour la planète, l'ensemble écologique et l'ensemble des êtres humains et de tous les êtres vivants, animaux et non animaux. Alors très concrètement, humain et non humain, pardon. Qui sera présent aujourd'hui et quels sont les sujets dont ils vont traiter? Alors c'est vrai que cette journée s'est construite un petit peu au fur et à mesure. Je dirais que c'est presque une histoire d'amitié, hein, cette journée, puisque les rencontres se sont faites. Alors dans les intervenants qu'il va y avoir dans cette journée, il y a Bruno Lallemand qui est écrivain, qui est également spécialiste dans les pratiques méditatives, donc qui enseigne la méditation. Il va parler de cohérence et de bienveillance, qui peut être une solution pour demain, c'est le titre de sa conférence. Il y a Célia Fontaine, qui est une journaliste indépendante. Effectivement, quand je parlais d'amitié, c'est parce que ce sont certains liens d'amitié qui m'ont fait venir, enfin qui ont fait que l'on se soit rencontrés et qu'aujourd'hui elle va venir sur scène pour parler de sa propre cohérence, parce que c'est le parcours de personnes qui ont réussi à mettre quelque chose en place qui nous a intéressés dans cette conférence. Que ce soit Célia Fontaine, ou Yolène Delabigne aussi, qui ne sera pas présente, mais qui sera, normalement, on aura une visioconférence, qui va nous parler de l'altruisme chez les animaux. Mais ce qui nous a intéressé, pourquoi Yolène Delabigne par exemple, c'est parce qu'elle a réussi aussi à mettre de la cohérence dans sa vie. Par exemple, elle aime les animaux, elle ne les mange plus. Et elle nous explique pourquoi elle fait ça, comment elle a mis tout ça en place. Vous pouvez penser là, une petite parenthèse. Oui. Nathalie Chimber, c'est Jean-Claude Mensch, le maire de Ungersheim dans le Haut-Rhin, qui dit moi, les animaux sont mes amis et moi je ne mange pas mes amis. Exactement, c'est vrai. Le même concept. Il dit cela, Mathieu Ricard le dit aussi, beaucoup de sages le disent effectivement. Et ce qui est une question de logique et de cohérence. On ne tue pas quelqu'un qu'on aime. On ne s'imagine pas tuer ses enfants. Quoi que on puisse dévorer quelqu'un des yeux. Oui, peut-être. On s'égare, Nathalie Chimber. Revenons à notre programme de Journée mondiale de l'altruisme. Oui. Donc voilà, Célia est une journaliste environnementale qui a une très forte connaissance justement de tout ce qui se passe au niveau écologique de la planète, et qui justement dans son parcours a mis de la cohérence et a mis des choses très pratiques. Elle va nous parler des solutions justement que l'on peut faire dans son quotidien, les changements d'habitude que l'on peut mettre dans sa vie et comment dépasser cet effort à faire comprendre aux gens, faire prendre conscience qu'on peut faire l'effort sans trop de difficultés, l'effort de changer ses habitudes pour que les choses pour que notre quotidien n'ait pas cet impact de souffrance que l'on connaît aujourd'hui pour l'environnement, les animaux et la planète. Il y aura aussi Lamia Essemlali, qui est la présidente de l'association Sea Shepherd France. Alors Lamia effectivement est très impactante et très importante pour nous parce qu'elle va parler d'un univers qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne parle pas forcément dans les médias en général, qui est celui des océans et de sa population. La population, on n'imagine pas le nombre de poissons en fait qui sont décimés pour notre plaisir, pour pouvoir avoir nos sushis ou pour pouvoir avoir notre poisson dans l'assiette. Et le fait de pêcher un poisson qui soit comestible détruit également toutes les autres espèces de poissons non comestibles, entre guillemets, comme les dauphins, comme les orques, tous les autres cétacés qui sont mis en grande fragilité. Voilà pour Lamia. Et puis Lamia, c'est vrai que c'est une guerrière, donc son parcours me plaît. Elle a de qui tenir, son mentor Paul Watson. Paul Watson, tout à fait. C'est son mentor et c'est beaucoup inspiré effectivement de Paul Watson, nous a-t-elle dit. Donc c'est son côté, effectivement, j'y vais.
je ne calcule pas, j'y vais. Il y a urgence, on n'a plus le temps de réfléchir, j'y vais. Et c'est vraiment ce côté combattant. Mais ce qui est intéressant chez Lamia, c'est qu'elle elle est combattante, elle y va, elle est militante. Et en même temps, moi, je la définis comme pacifiste parce qu'elle est altruiste. Ce n'est pas... Les actions Sea Shepherd sont très dynamiques, hein, sont très énergiques, mais malgré tout, on est dans l'ordre de l'altruisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces actions sont pour protéger en fait, des espèces qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, tout simplement. Est-ce que on peut construire une société profondément et uniquement sur l'altruisme, Nathalie Tchimba? Bien sûr que c'est possible, mais alors là, il y a un changement de paradigme qui fait qu'il faut que chacun puisse se transformer d'abord soi, changer ses habitudes, changer son mental, changer son mindset, changer énormément de choses. Je voulais juste effectivement annoncer Patricia Arnoux, présidente de l'association Évidence, qui a une action fondamentale et superbe sur la médiation entre l'homme et l'animal, et également Benjamin Joyeux qui est le coordinateur de l'association Jaja et Jagat Marche pour la paix. Et tous ces gens-là vous attendent pour démarrer cette journée mondiale de l'altruisme ici à Strasbourg, Voilà. Samedi 25 mai, nous sommes au Vaisseau. Merci beaucoup Eric. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Pirates des mers, insoumis volontaires, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu. Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux. Au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez, sont assez d'ennemis pour te faire chavirer. Mais il est des hommes que personne n'arrête. À la barre, Paul Watson parcourt la planète. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire. Sillonner l'Antarctique, défier le Japon, tirer les Féroé de leur vieille tradition. La crosse du berger, le trident de Neptune, l'espoir du guerrier sous un rayon de lune. Se dire que les hommes ne possèdent pas la terre, en chaque espèce en somme l'humanité entière. Les larmes du dauphin, le chant de la baleine, le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire. Faudra-t-il un jour haïr tous les hommes? L'océan en retour a fait naître Watson. Sea Shepherd en action devant l'abomination d'une baleine accrochée sur le bout d'un harpon. Watson à l'abordage, justicier. Lamia Essemlali, vous êtes la présidente de l'association Sea Shepherd France, qu'on connaît bien sûr à travers son personnage fondateur charismatique Paul Watson. Vous êtes intervenue aujourd'hui dans cette journée mondiale de l'altruisme, ici au Vaisseau à Strasbourg. Nous sommes le samedi 25 mai et votre intervention s'intitule « De l'océan à l'homme, l'enjeu de l'interdépendance et de l'altruisme ». Un résumé en quelques minutes ? En quelques minutes, on est dans une situation assez dramatique pour ce qui est de l'océan, qui est en train de mourir. Les scientifiques estiment que d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan.
Or, l'océan est la première machine de régulation du climat. On parle beaucoup de changement climatique à l'heure actuelle et très peu de l'océan. On ne peut pas parler de changement climatique sans parler de l'océan. C'est aussi la première source d'oxygène. Donc plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, on la doit à la vie marine. Et quand je dis la vie marine, c'est du plancton aux baleines en passant par les requins, les thons. Et or, on est aujourd'hui encore dans une logique où on considère l'océan comme un garde-manger. Les poissons, c'est d'abord avant tout de la nourriture, comme une déchetterie aussi, puisque voilà, on pollue l'océan, déchets chimiques, déchets plastiques, et comme un gisement d'énergie fossile dont on sait que l'extraction est extrêmement destructrice. Donc voilà, l'océan, c'est le souffle qui nous maintient en vie. C'est difficile à appréhender pour beaucoup de gens parce qu'on est une espèce terrestre et déjà quand on vit au bord de la mer on ne voit pas forcément ce qui se passe parce que ce qui se passe sous la surface n'est pas visible. Les plongeurs sont plus conscients du problème. D'ailleurs, on a énormément de sympathisants parmi les plongeurs. Ils font partie de nos plus fervents supporters parce qu'ils sont en première ligne, ils ont la tête sous l'eau et ils voient à quel point tout est en train de mourir. Mais quand on vit dans une grande ville, il y a du poisson à la poissonnerie, il y a du poisson au menu du restaurant, on ne se pose pas forcément la question. On ne fait pas attention de voir que les poissons sont de plus en plus petits, que les espèces sont de moins en moins nobles, entre guillemets. Le problème de la surpêche aussi, la surpêche, Terre-Nouvion, par exemple, évidemment, à travers l'association Bloom, essaie de sensibiliser aussi à la question. La surpêche est en train clairement de vider l'océan. Aujourd'hui, on a des aberrations, des techniques de pêche qui sont pas du tout sélectives, pas du tout respectueuses de l'environnement, qui sont autorisées dans des zones qui sont très sensibles. On a fait une grosse campagne avec Sea Shepherd dans le golfe de Gascogne pour sensibiliser sur le sort des dauphins notamment, qui sont tués par milliers chaque année en France par des bateaux de pêche qui vont pêcher essentiellement du bar, mais aussi du cabillaud, du merlu. Donc c'est des poissons qu'on a l'habitude de voir sur les étals des poissonneries et pour lesquels on ne va pas se poser la question. Lamia Esomlali, finalement, vous rencontrez le même problème que d'autres associations qui sont peut-être plus anciennes que vous, je pense, notamment à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui tente de nous alerter sur l'effondrement de la biodiversité, la disparition, la raréfaction des espèces, du nombre d'individus aussi. Comment vous expliquez qu'en 2019, on ait encore besoin d'associations comme la vôtre, Sea Shepherd, pour nous amener à cette prise de conscience? On est à ce point détaché de notre environnement initial? En fait, Sea Shepherd n'est pas si récent que ça. Hein. L'association a été fondée en 1977, donc ça a 42 ans quand même. Par contre, effectivement, on a grossi. On avait un seul bateau. Moi, quand j'ai rejoint il y a 14 ans, on avait un seul bateau. On était moins compris, en plus, je pense, à l'époque, aussi parce que les gens ne prenaient pas forcément conscience de la gravité de la situation. Et puis, c'était les empêcheurs de tourner en rond quelque part, non? Nous, de toute façon, on est du poil à gratter, très clairement. Hein, puis on l'assume en tant que tel. Mais aujourd'hui, disons que notre discours passe mieux parce qu'il y a une vraie philosophie derrière l'action. Le but, c'est pas juste de faire des actions coup de poing. Évidemment, il y a des situations d'urgence pour lesquelles il faut agir sur le terrain tout de suite parce qu'on n'a pas le temps de discuter, de sensibiliser. Surtout quand les lois sont votées, que des espèces sont censées être protégées, il ne s'agit plus de discuter, de demander gentiment à ce qu'elles le soient. Il faut qu'elles le soient. Maintenant, sur d'autres questions où il faut faire évoluer les lois, c'est important aussi d'être sur place et d'alerter l'opinion. Donc on a vraiment plusieurs cordes à notre arc. On fait de plus en plus d'interventions quand même. Voilà, la conférence que je fais aujourd'hui est un exemple parmi d'autres, mais on fait aussi de plus en plus d'interventions dans les écoles. On sort des bouquins, des documentaires pour alerter l'opinion. On vous connaît de plus en plus. Lamia Esomlali, en tant que présidente de Sea Shepherd France, quelle articulation y a-t-il entre la structure nationale française et la structure qu'on peut qualifier d'internationale? Alors, Sea Shepherd Global, l'entité internationale était basée aux États-Unis pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle est basée à Amsterdam, donc on a un cœur européen. Et il y a des entités nationales qui ne se valent pas forcément toutes, hein, elles sont plus ou moins petites. La France est une des plus importantes, avec les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre. Ces entités, elles sont juridiquement indépendantes, mais leur objectif premier, c'est de lever des fonds pour financer les campagnes, parce que Sea Shepherd ne vit qu'avec les dons des particuliers. C'est ça qui permet de maintenir les bateaux à flot et de faire des campagnes. Et évidemment, l'objectif, c'est d'organiser des événements, de sensibiliser le public sur les enjeux sur lesquels on travaille,
en mer avec ce challenge supplémentaire qui est de vraiment d'amener sur la place publique ce qui se passe loin des yeux en mer. Vous avez le sentiment aujourd'hui, Lamia Essamlali, que l'opinion publique est de plus en plus sensible à votre discours, vous devenez audible? Oui, je pense vraiment que le curseur a évolué. On est passé d'extrémistes un peu fou furieux à finalement... Pirate. Oui, pirate, mais le côté pirate me dérange pas. Les pirates, c'est des gens qui vont au charbon. Tout dépend après de la motivation. On a une motivation qui est noble. C'est pas avec des bureaucrates qu'on va empêcher la chasse illégale, la pêche illégale. Donc voilà, il faut aller au charbon si on veut y arriver. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Patricia Arnoux, vous êtes directrice de l'association Évidence, une association basée ici à Strasbourg. Et vous êtes intervenue bien sûr aussi durant cette journée mondiale de l'altruisme qui se déroulait aujourd'hui à Strasbourg au vaisseau à l'initiative de Planète Altruiste. Et vous êtes intervenante en médiation animale. Ça veut dire quoi, Patricia Arnoux ? Alors oui, exactement. Alors la médiation animale, pour moi, c'est une pratique qui bénéficie vraiment de l'authenticité et de la spontanéité des animaux. C'est-à-dire que mes collègues de travail, qui sont des animaux de toutes sortes, donc des chiens, des chats, des lapins, des oiseaux, vont être facilitateurs pour la création du lien. Ils vont me permettre beaucoup plus facilement de rentrer en lien avec l'humain qui est en face de moi. Donc ils vont faciliter cette relation pour que nous, derrière, en tant qu'intervenants et prolongement de cette laisse, finalement, on va pouvoir accueillir et accompagner un travail avec la personne. Et vous travaillez avec quel type de public? Vos collègues, on a bien compris. L'avantage, c'est l'absence de syndicats, j'imagine. Mais qui est votre public? On peut parler de clientèle, Patricia Arnoux? Oui. Alors effectivement, on voit différentes populations assez fragilisées qui va de la petite enfance aux soins palliatifs en passant par le handicap. On travaille aussi avec des adolescents, troubles du comportement, troubles de la conduite. Je dirais on peut toucher tout un éventail de personnes. Mais le cœur de cible, pour nous, c'est vraiment le milieu carcéral. Donc j'y travaille maintenant depuis 11 ans. La maison d'arrêt de Strasbourg a été le premier établissement à le mettre en place. Donc c'était un vrai défi, c'était des belles rencontres, des personnes qui m'ont fait confiance aussi. C'était une sacrée responsabilisation. Et du coup, on a pu le mettre en place dans cet établissement il y a 11 ans. On comprenne bien, Patricia Arnoux, en quoi ça consiste une séance, j'imagine que vous travaillez sous forme de séance de médiation animale? C'est ça. Alors une séance consiste, si vous voulez, à amener des animaux dans des lieux, comme je vous ai décrit tout à l'heure, des lieux fermés. Donc je suis accompagnée concrètement, en général, d'un chien au bout de malaise et puis de 2 autres espèces. Donc on arrive dans une pièce où on peut recevoir des personnes. Donc la fréquence est d'1 fois par semaine. Donc c'est des groupes de 5-6 personnes ou des accompagnements en individuel où on va vraiment observer, se servir de ce qui se passe devant nos yeux. Donc on compte vraiment sur la spontanéité, encore une fois, et l'authenticité de l'animal. Et on va décrypter ce qui se passe, comment il rentre en relation, comment ça fonctionne, ou pas, voilà, pour que la personne, l'humain qui est en face, puisse faire des ponts et des passerelles avec ce qui se passe. Et il va très vite trouver la problématique et des clés finalement pour résoudre cette problématique. C'est un peu schématisé, mais c'est l'idée. Et une séance peut être très ludique. Il peut avoir, on peut avoir des jeux, des contacts avec les animaux, mais c'est aussi un facilitateur de parole. Donc on peut aborder tous les sujets possibles et inimaginables, et l'animal va être vraiment là en tant que support pour aborder la violence, la sexualité, etc. Parce qu'on n'est pas en frontal, on va dire. Et ça marche. Et on a de très bons retours. Je n'ai pas de baguette magique, je ne prétends pas faire des miracles, mais on a vraiment de très bons retours. On a vraiment des personnes qui se remettent sur le chemin de la résilience. Il y a des changements de comportement, des changements de vision aussi, qui permettent cet avancement, et ce pourquoi je fais ça. Et quel rapport avec l'altruisme ? Alors pour moi, l'altruisme, il se retrouve à différents niveaux. Donc on commence à parler d'altruisme chez les animaux. Donc on a plusieurs, situations ou expériences où on peut le remarquer. Mais l'altruisme, pour moi, il est dans la démarche. C'est-à-dire que tout le potentiel qu'on peut me donner, je le mets au service de l'autre et notamment de ces personnes. Et par ricochet, pour moi, ça aura une influence aussi sur l'environnement, sur la nature, sur nos pairs, sur le vivant en général. Donc la démarche, elle est vraiment dans ce sens-là, à partir du moment où on se sent tous concernés pour travailler sur la responsabilisation de ces actes. Et quelque part, à par ricochet, ça touche tout le monde finalement.
En même temps, on a peut-être un peu tendance à réduire l'altruisme au don. Vous êtes rémunéré, vous êtes salarié de l'association Évidence. Aujourd'hui, je suis salariée de l'association Évidence. Depuis quelques années, nous recherchons en fait nos propres budgets pour intervenir. Donc il y a une vraie démarche qui se fait pour trouver des partenaires, des mécènes. L'État commence aussi à subventionner, nous soutient à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est aussi une démarche pour pouvoir continuer ce qu'on fait. C'est un grand jour aujourd'hui pour petit aigle blanc. Son père lui apprend à écouter le chant du vent. Au sommet de la montagne, assis côte à côte, les yeux fermés, ils avancent dans les herbes hautes. Hey, 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 hey. Alors aigle blanc entendit le vent, doucement le vent lui dit: t'es rien sur la terre, t'es rien, rien qu'un locataire. Et je te le dis tout net, prends soin de ma planète. Rien ne t'appartient, t'es rien, ici sur la terre. Et je te le dis tout net, prends soin de ma planète. C'est un grand jour aujourd'hui pour petit cheval gris. Son père lui apprend à écouter chanter la pluie. Tout au bord de la rivière, assis côte à côte, les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. C'est un jour sombre aujourd'hui pour nous, les ombres blanches. Nous n'écoutons plus la pluie et le vent qui chantent. Il faut qu'ils rugissent, il faut qu'ils se déchaînent, que la terre gémisse pour qu'on les entende à peine. On profite de la pause durant cette journée mondiale de l'altruisme. Nous sommes aujourd'hui au Vaisseau à Strasbourg, c'est dans le Bas-Rhin. Bien sûr, journée mondiale de l'altruisme, beaucoup d'intervenants, beaucoup de monde aussi. On va aller voir, tiens, justement, ce qu'en pensent les participants. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Jean-Marc. Jean-Marc, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Écoutez, j'ai la direction d'une cuisine centrale. Donc nous produisons 6000 repas par jour pour des personnes âgées et des enfants. Bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à participer aujourd'hui à cette journée mondiale de l'altruisme ? Est-ce que c'est en rapport avec votre activité professionnelle ou est-ce que c'est une démarche strictement personnelle, Jean-Marc ? Alors il y a les deux en fait. La première, c'est que j'ai suivi les cours de Bruno Lallemand pour le développement personnel. Et puis en second lieu, c'est aussi l'activité professionnelle que je mène et la responsabilité tous les jours de faire 6000 repas. Et comment est-ce qu'on peut nourrir 6000 personnes dans des bonnes conditions avec la différence entre alimenter et nourrir ? C'est ça, voilà. Alors nous, on est dans une démarche d'alimenter
et surtout de bien nourrir. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur l'environnement, la maison qui brûle au niveau de la terre, on se sent vraiment responsable de ce qu'on met dans les menus. Sauf que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a plein de règles. Il y a plein de mesures qui rentrent en ligne de compte pour lesquelles c'est même pas des mesures, c'est des obligations et on ne peut pas faire n'importe quoi. Jean-Marc, vous êtes un ovni dans la restauration collective ? Alors, oui et non. Non, parce que en fait, on nourrit 6000 personnes par jour et on suit les règles, comme toute société restauration d'entreprise. Ne pas vous poser des questions. Mais à titre personnel, je me pose évidemment des questions et la réflexion va jusque demain, qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon entreprise et par rapport à la journée qu'on vient de vivre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut induire des nouvelles choses qui soient respectueuses de la planète ? Alors, vous avez anticipé ma deuxième question, Jean-Marc. Qu'est-ce que vous retirez d'une journée comme cette journée mondiale de l'altruisme ici à Strasbourg aujourd'hui ? Écoutez, moi le sujet qui m'a vraiment le plus marqué, c'est celui des océans. Évidemment, conscient de ce qui se passe, mais c'est vrai que quand on se pose pendant une journée et on est vraiment face à quelqu'un qui défend, dont on sait vraiment là vous faites tous les référence jours, à l'intervention de Lamia Essamlali, qui se lève tous les matins pour défendre cette cause. Vraiment ça bouscule. Voilà, moi je suis aujourd'hui, ce soir-là, à cet instant, je suis bousculé dans tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit et les habitudes et surtout là où c'est surtout très prenant, c'est quand on sait tout le travail qu'il y a devant nous. Vous avez le chic de devancer mes questions parce que la prochaine c'était justement quel impact ça va avoir sur votre vie professionnelle, personnelle aussi, mais aussi professionnelle. Donc effectivement, demain matin, on va se mettre à l'œuvre parce que j'ai bien compris qu'il nous restait en gros une dizaine d'années pour vraiment se mettre au boulot et il n'y a pas un instant à perdre. Et vous ne savez pas quel bout de prendre ? Non, pas vraiment, mais la nuit porte conseil. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je reviens cette fois vers un des piliers de cette journée mondiale de l'altruisme ici à Strasbourg en ce samedi 25 mai au Vaisseau. C'est vous, Bruno Lallemand, bonjour. Bonjour. Bruno Lallemand, vous êtes le fondateur de Planète Altruiste. Si je dis de vous que vous êtes un praticien de l'altruisme, ça vous parle ? Ah oui, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime les idées, qui aime les concepts, qui aime la philosophie. Moi, j'aime bien aller vérifier par moi-même. Quand j'entends des choses, déjà quand j'ai fait des études de psychologie, moi, ça m'a un peu vite ennuyé parce que je trouvais que c'était trop conceptuel, c'était trop... Et puis, dans la pratique, pour moi, ça me changeait pas grand-chose. Et quand j'ai découvert, entre autres, le bouddhisme, mais puisque j'ai fréquenté pas mal de sages de différentes traditions, des sages indiens, tibétains, etc., j'ai vu avec eux. Et puis surtout, ce qui m'a frappé chez eux, c'est que, surtout ces sages que j'ai rencontrés, ils incarnaient ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils transmettaient. Il y avait pas de différence entre le messager et le message. Et je trouvais ça extraordinaire. Et moi, c'est très différent chez nous. Ah oui. On a un peu tendance à faire le contraire de ce que l'on dit. C'est souvent le cordonnier mal chaussé, comme on dit. On le retrouve aussi beaucoup en politique. Oui, aussi, tout à fait. Non, moi, cette incohérence m'a toujours un peu gêné. D'ailleurs, c'est pour ça que mon dernier livre, je parle justement de la cohérence. Parce que moi, ce qui me gênait, et chez justement beaucoup de rencontres que j'ai fait chez beaucoup d'auteurs, que ce soit des psys ou autres, c'est justement vraiment cette incohérence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils transmettent et ce qu'ils sont eux-mêmes dans leur vie. Alors, finalement, Bruno Lallemand, est-ce que vous évoquez là, j'entends bien, j'entends aussi la puissance du concept d'altruisme, parce que finalement, ce n'est pas tout simplement une question d'honnêteté intellectuelle, la cohérence que vous évoquez ? Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie, il y a une véritable honnêteté. Il y a d'abord, c'est ce que je disais souvent aux personnes qui viennent, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mon objectif ? C'est quoi mon aspiration ? Et et c'est ça la cohérence en fait, est-ce que mes actes, mes pensées
et ma manière de m'exprimer est cohérente avec mon aspiration. Parce que on est un peu finalement comme quelqu'un qui veut, je sais pas, des petits pois dans son jardin, mais qui plante des choux, ça va pas. Et en fait, quand on regarde, la majorité des gens fonctionnent comme ça. Ils veulent une chose. Pour quelle raison ? Quel est le moteur de ce dysfonctionnement ? Mais je pense que d'abord, c'est un manque de clarté, un manque de conscience. Je pense qu'on a très peu conscience de sa manière de fonctionner. Ça, c'est toute la psychologie qui avait développé cette notion d'inconscient, où on ne réalise pas, en fait, justement cette incohérence. On ne réalise pas que c'est un peu... Je donne parfois cet exemple, c'est comme quelqu'un qui exécute une tâche, et finalement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes, de ce qu'il veut. Et s'il est vraiment attentif et vraiment honnête avec lui-même, s'il fait vraiment attention, il va se rendre compte justement qu'il y a une incohérence entre sa manière d'agir et le résultat qu'il en attend. Et là, par contre, on peut avoir, justement en faisant preuve d'honnêteté envers soi-même, se dire, attends, là, il faut que je corrige ma façon de faire si je veux un résultat différent. Mais il faut d'abord qu'on arrive justement à cette conscience de soi-même. Cette conscience justement de sa manière d'agir. D'ailleurs, Dalai Lama le dit souvent, il dit « Regardez ce que vous faites ». Parce que la plupart du temps, on marche comme des robots. On ne regarde pas du tout ce qu'on fait. Et on ne se rend pas compte. Et puis quand on a le résultat, c'est intéressant le mot résultat, ça veut dire résulte de. Donc c'est un aboutissement. Et on a le résultat, par exemple, je vais prendre un exemple d'incohérence absolument flagrante. Je recevais une personne dans mon cabinet, et puis elle se plaignait qu'elle était en mauvaise santé, qu'elle allait pas bien, qu'elle était... Et puis je sais pas, j'ai eu une intuition comme ça, puis je n'avais jamais posé cette question d'habitude à mes clients, mais je lui ai posé une question sur son hygiène de vie. J'aimerais vous poser une question. Je lui dis, qu'est-ce que vous mangez le matin? Comment est-ce que vous vous nourrissez, etc. Elle me dit, le matin, je ne mange pas. Elle boit 25 cafés dans la journée. Elle fumait comme un pompier. Et je lui dis, vous êtes en bonne santé. Je lui dis, il y a une incohérence entre ce que vous faites et ce que vous attendez. Et souvent, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est cette incohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Il y a sans doute, là je pense que c'est les psychologues qui en parleraient beaucoup plus, il y a sans doute aussi une forme d'autodestruction parce qu'il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque d'amour de soi. J'allais faire ce lien entre ce dysfonctionnement et puis finalement l'état de notre planète aujourd'hui, parce que c'est aussi ça le discours que vous tenez aujourd'hui dans cette journée mondiale de l'altruisme, Bruno Lallemand. Et la vie serait féconde.
Nathalie Chimber, vous avez, avec Bruno Lallemand, cofondé Planète Altruiste. Comment en êtes-vous arrivé à cette création? Quel est votre propre parcours? Alors, c'est vrai que moi j'ai un parcours, pour faire succinctement, j'ai eu une vie tout à fait standard jusqu'à mes 40 ans. C'est-à-dire, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai fait des études, j'ai trouvé un job, j'ai eu une vie mariée, j'ai une vie très opulente, une réussite matérielle. Et à mes 40 ans, quelque chose est arrivé, il m'a dit, voilà, j'ai fait le tour, la crise. quarantaine. Mais il y a eu un bilan qui a été fait, effectivement, à l'âge de 40 ans. Pourtant, j'étais une mère de famille heureuse, avec un compagnon qui était très chouette aussi. Néanmoins, quelque chose me manquait et j'ai effectivement fait un choix assez radical. J'ai tout changé dans ma vie. Alors, ça s'est fait sur plusieurs étapes, mais effectivement, j'ai fait un grand changement vers ma quarantaine. Et là, je me suis positionnée différemment, c'est-à-dire quel est le sens de ma vie. J'ai toujours agi dans un certain conditionnement, parce qu'il fallait faire ça, comme ça, par rapport au regard des autres. Finalement, c'est une crise d'adolescence à 40 ans. C'est presque une crise d'adolescence peut-être à 40 ans, effectivement, mais voilà, c'est une question s'est posée. Qu'allais-je faire du reste de ma vie? Donc effectivement, j'ai été dans cette quête de sens et dans cette recherche que j'ai pu faire, de cette exploration de moi-même, j'en suis arrivée à la méditation. Et la méditation m'a amenée effectivement... Enfin, j'ai connu la méditation en rencontrant mon conjoint actuel, qui est Bruno Lallemand. Et à partir de là, je suis passée très rapidement à faire une sorte de saut quantique, en passant d'une vie matérialiste, à proprement parler, très active, hyper active, à une vie plus sereine, plus posée, et donc du coup plus riche, mais d'une autre façon, parce que le regard que je pose maintenant sur le monde est complètement différent. Et est-ce que vous avez identifié, Nathalie Chimber, cette étincelle, ce qui a provoqué cette bascule entre ces deux périodes? Plusieurs choses. Il y a eu le fait de se dire, je fais le tour de la question et je tourne en rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait de me dire que, oui, voilà, l'étincelle, en fait, l'ennui. Je tourne en rond, je m'ennuie, j'ai pourtant tout, mais ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je fais là? Et puis alors, je me suis dit, bon, bouge-toi les fesses, quoi. Fais autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, j'ai commencé à fouiner dans les différentes voies du développement personnel pour arriver jusqu'à ce côté spirituel et méditante. Tout le monde n'a pas forcément le courage. Il faut du courage pour changer de vie, Nathalie Chimber? Aucune idée. Moi, j'en avais besoin, donc je l'ai fait. Donc c'est tout. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Nathalie Chimber et Bruno Lallemand, cofondateurs de Planète Altruiste, organisateurs aujourd'hui samedi 25 mai de la deuxième journée mondiale de l'altruisme ici à Strasbourg au Vaisseau. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Honnêtement, moi je m'attends forcément à que des coups de cœur, c'est pas possible autrement, mais peut-être des surprises. On commence avec vous, Bruno Lallemand. Oui, il y a un coup de cœur, mais il y a aussi un coup de gueule, dans le sens où quand on assiste à la destruction massive de la planète, des animaux, quand on voit les chiffres, on a d'abord une première réaction, on rage. On se dit c'est pas possible, on est en train de détruire notre habitat, on est en train de détruire notre maison, et on fait si peu cas. On est dans une espèce d'inconscience comme ça, on a vraiment envie de secouer les consciences et de leur dire mais réveillez-vous. On disait à l'époque... Chirac disait on regarde la maison brûle et regarde ailleurs. On a quand même beaucoup progressé. Aujourd'hui, on la regarde brûler. Oui, on la regarde brûler, mais on ne bouge pas beaucoup, quoi. Il y a non-assistance à personne en danger. Parce que quand on voit des chiffres, on entend des chiffres comme 1 100 000 tonnes de déchets toxiques qui sont versés dans les mers et les océans par jour. Quand on entend 1000 milliards de poissons anéantis par an, c'est des chiffres qui filent le vertige. On n'arrive même pas à y croire. Nous, quand on a étudié ça, on est passé par des phases qui étaient extrêmement douloureuses. C'est donc il y a d'abord un premier coup de gueule. On a envie de dire, même si on a de la compassion, même si on cultive l'amour et la compassion, on a envie de dire justement à ses frères et sœurs humains, mais réveillez-vous, bon sang, vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Parce que là, on y va tous, on va tous dans le mur. Moi, quand j'entends Aurélien Barraud qui dit, mais on va dans le mur, mais non seulement on va dans le mur, mais en plus on accélère, alors qu'on sait qu'on va dans le mur. Donc
c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt un coup de gueule. Mais nous, on le fait sur fond de compassion parce que je pars du principe que on n'a pas envie de détruire ce qu'on aime. Si on aime ses enfants, on ne va pas leur faire de mal. Et je pense que si on apprenait aux gens à aimer un peu plus la nature, à aimer un peu plus la planète, peut-être qu'ils feraient un peu plus attention. Parce que, encore une fois, on se rend compte que quand on parle d'amour et de compassion, aussi, on ne peut pas oublier cette fameuse loi de l'interdépendance, qu'on est tous liés et que quoi qu'on fasse, ça a un impact sur la planète. Ça a un impact et donc ça nous revient. Jusqu'à maintenant, on ne se souciait pas trop des conséquences de nos actes. Ça, c'est l'égoïsme, justement, à l'opposé de l'altruisme. On ne se souciait pas trop, on se satisfaisait, on disait je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis on y allait, on y va. Et puis aujourd'hui, on est en train de payer la note et on est en train de la payer sévèrement. Est-ce qu'on ne peut quand même pas imaginer, Bruno Lallemand, que finalement la conscience humaine va peut-être au pied du mur, se réveiller et prendre précisément conscience de cette nécessité d'un autre rapport entre les humains, mais aussi entre la nature. Ah mais je pense, c'est Yves Cochet qui disait, il faut que on s'en prenne plein la poire pour qu'on se réveille et qu'on se dise, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, c'est un peu comme la personne qui se chope un cancer et qui se dit mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivé là. Mais là on est un petit peu pareil, je pense que quand on va se prendre en pleine poire quand l'effondrement, parce que là aujourd'hui les scientifiques ont l'air quand même assez d'accord sur le fait qu'on ne pourra pas éviter l'effondrement. Tous les facteurs qu'on a réunis aujourd'hui montrent que là on a fait exactement ce qu'il fallait pour que ça s'effondre. Même question, Nathalie Timber, coup de cœur ou coup de gueule ? Les deux, coup de cœur et coup de gueule, je dirais cri d'amour et cri de rage. Et tout ça ciblé sur l'être humain. Parce que je m'aperçois que l'être humain a une capacité à être un être merveilleux, créatif, dans l'imagination, l'imaginaire, la beauté. Et il peut être capable du pire, de l'horreur. Et c'est pas nouveau, Nathalie Timber. Oui, c'est pas nouveau, mais ça ne m'empêche pas que ça me révolte et que je trouve que l'être humain nous met dans son ensemble collectif, dans son action collective, nous met dans une situation que finalement nous ne méritons pas. Donc, et les générations à venir, coup de gueule, les générations à venir vont déguster par rapport à cause de ce que nous faisons aujourd'hui et dont nous avons du mal à prendre conscience par égoïsme et par peur. Et ça, c'est votre coup de gueule. On l'entend bien. Oui. L'altruisme dans tout ça, peut-être une réponse. Est-ce que ça ne paraît pas presque dérisoire ? Aujourd'hui, au point où on en est, je crois qu'il faut vraiment faire sa part et vraiment y aller, tout simplement. Et l'altruisme est une façon. Des personnes choisissent plutôt le côté militant, violent, etc. Moi, j'ai choisi l'altruisme pour dire qu'il faut de la paix, il faut que les gens s'aiment, il faut que le monde change et qu'on voit les choses différemment et que surtout qu'on agisse différemment, que ce soit dans son assiette, dans son quotidien et dans son rapport à l'autre, aux autres et aux vivants. On sent bien aujourd'hui, et là je pose la question à l'un et l'autre, Nathalie Timber et Bruno Lallemand, on sent bien qu'il y a aujourd'hui on est dans une forme de recherche. On sent bien que les modèles économiques fondés sur l'égoïsme et sur la recherche absolue de profit, la maximisation du profit ne fonctionnent plus. On voit apparaître des théories de la gratuité, l'échange, l'empathie, l'altruisme. On sent bien qu'il y a des recherches. Est-ce qu'on a déjà trouvé la nouvelle voie ? Une nouvelle voie. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelle voie. Je pense que les civilisations ont testé énormément de choses qui ont échoué ou qui ont perduré et qui ont réussi. On n'a rien à inventer parce que tout a déjà été fait. Ce qu'il y a, c'est surtout de savoir, comme disait Bruno, savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie, qu'est-ce qu'on veut voir à venir, dans l'avenir, pour nos jeunes, pour nous-mêmes, pour notre vieillesse. Enfin, voilà. Ça veut dire aussi que finalement, la vie que nous menons sur Terre est un choix. Ça ne résulte pas d'une quelconque injonction, qu'elle ce soit divine ou matérielle. Finalement, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Alors, il y a deux choses. C'est que d'un côté, on est là, donc on n'a pas trop le choix. Il faut faire avec ce qui est en train de se produire. Mais je crois que, encore une fois, moi je suis quelqu'un vraiment de très pragmatique, je ne me pose pas 50 questions. C'est d'ailleurs Dalai Lama qui disait la bonne pratique c'est celle qui marche. Donc moi j'essaie de voir ce qui marche, j'applique, je vois que ça apporte des changements. Et c'est pour ça que quand on parle d'une nouvelle voie, peut-être que à force de tâtonner, d'essayer et d'avoir bousillé pas mal de choses, on est peut-être en train de sortir de l'adolescence et on se rend compte que peut-être il faut un peu mûrir et commencer à aller vers quelque chose d'un peu plus constructif. Autant pour soi que pour les autres, parce que, encore une fois, notre bonheur est interdépendant de celui des autres.
Voilà pour ce reportage sur la 2e édition de la Journée mondiale de l'altruisme qui se déroulait samedi 25 mai 2019 au Vaisseau à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Avec Nathalie Chimber, présidente de l'association Planète Altruiste, organisatrice de cette journée, Lamia Essamlali, présidente de Sea Shepherd France, Patricia Arnoux, intervenante en médiation animale, directrice de l'association Évidence, Jean-Marc Lams, un participant à la Journée mondiale de l'altruisme, et Bruno Lallemand, fondateur de Planète Altruiste, enseignant en méditation et en réalisation personnelle, écrivain et conférencier. Son dernier livre, « Tu ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire », vient de paraître aux éditions Alizio. Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de l'altruisme et l'altruisme en général, rendez-vous sur planète-altruiste.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Watson par le groupe Trio, un hommage au Canadien Paul Watson, fondateur justement de Sea Shepherd, paru sur l'album Vent debout, sorti en 2016. Terrien sur la terre, terrien, par le Vosgien au répertoire pour enfants Alain Schneider, paru sous l'album Entre le Zist et le Zest, sorti en 2007. Et enfin, Un autre monde du groupe Téléphone, paru sur l'album éponyme sorti en 1984. Ici dans une reprise du groupe Superbus, paru sur l'album Ça c'est vraiment nous, Téléphone Tribute, sorti en 2015. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.